Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychanalyse et civilisation. Série Trouvailles et retrouvailles. Dirigé par Jacques Chazot. Renouer avec les grandes œuvres, les grands thèmes, les grands moments, les grands débats de la psychopathologie, de la psychologie, de la psychanalyse. Telle est la finalité de cette série qui entend maintenir l'exigence de préserver, dans ces provinces de la culture et des sciences humaines, la trace des origines. Mais place sera également donnée à des essais montrant, dans leur perspective historique, l'impact d'ouverture et le potentiel de développement des grandes doctrines qui, pour faire date, continuent de nous faire signe et nous donnent la ressource nécessaire pour affronter les problèmes présents et à venir. Dernière parution. P. Marcet, Accardon, Troubles mentaux et interprétations informatiques, 2010. W. D. Whitney, La vie du langage, 2010. NVASCHIDE, Le sommeil et les rêves, 2010. Et Boutroux, William James, 2010. Monsieur de Fleury, Les fous, les pauvres fous et la sagesse qu'ils enseignent, 2010. HMAUDSLEY, Le crime et la folie, 2009. P. Marcet, L'esprit. Essai sur l'unité paradoxale des flux énergétiques de la dynamique psychique, 2009. 50 GOLDSTEINAS, du diagnostic en clinique psychiatrique, Essai d'une approche des nouvelles disciplines, 2008. W. Bechtrev, L'activité psychique et la vie, 2008. H. Delacroix, Les grandes formes de la vie mentale, 2008. A. Lemoine, L'aliéné, 2008. C. Poirel, La neurophilosophie et la question de l'être, 2008. P. Janet, Les névroses, 2008. Monsieur Hirschfeld, Anomalie et perversion sexuelle, 2007. C. Daviron, L. Les femmes dans l'œuvre de Jean Genet, 2007. Avant-propos de l'auteur. À la nouvelle édition. Cette réédition du dialogue avec les schizophrènes se faisait attendre, puisque je n'ai su que récemment par mon éditeur que l'ouvrage avait été pilonné. La vulgarisation du terme nosographique schizophrène pourrait agacer ou faire sourire, au même titre que les notions psy de paranoïa, de narcissisme, etc. Cette vulgarisation est-elle un bien ? Non, si elle ne comprend pas et trahit de quoi il s'agit. Oui, si par sa vulgarisation elle nous fait penser qu'elle sait et peut nous rejoindre par le savoir universel. Il n'y a pas une notion d'ordre psychiatrique ou psychanalytique qui ne puisse dire et assumer ce que nous sommes, ce que nous pouvons être et devenir. Si c'est un coup de lèche aux mœurs, c'est aussi et surtout une approche réverbérante du mouvement même, inverse et pas seulement social, de l'aventure psy. À la fin du XIXe siècle, Bleuler découvrait le mouvement séparatif de la schise dans tous les domaines de la psyché. Schise comme séparation et pas seulement fissure. Mais cette maladie de psyché, de l'âme, conjoignait le social à l'individuation personnelle. Mais au-delà de cette démarcation, ce qui fut oublié, c'est que la séparation unit ce qu'elle sépare. D'où ce titre nominal Dialogue avec. On a prêté à Michel Foucault beaucoup d'attention, son œuvre critique en a conforté beaucoup, ne serait-ce que dans la péremptoire proposition, bien innocente et pas tellement fausse, les psychiatres sont plus fous que leurs patients, sous-entendu plus exterminateurs. Mais c'est tout à fait vrai. Il y a un dialogue avec la folie dans ses remparts. Il y a de la stratégie dans ce dialogue auquel Foucault ne s'est jamais frotté. Il s'en est bien gardé. Quand j'étais jeune interne, pendant que mes collègues en salle de garde péroraient sur les vrais et les faux attendus de la psychopathologie, mon entêtement ne consistait que dans le dialogue avec les fous, qu'à ressasser la question lancinante, pourquoi ils étaient là, à l'HP, et pourquoi moi j'y étais aussi. Prévenu absolument que les régimes totalitaires enfermaient en accord avec les puissances intellectualistes, les fous. D'Hitler à Staline et avec tous les pouvoirs concentrationnaires qui aujourd'hui ne manquent pas. L'émergence apparente du terme schizophrénie ne pourrait faire croire qu'à des questions de mœurs, c'est-à-dire historiques. C'est vrai que l'histoire parle aussi avec la folie. La folie est intrahistorique, car psyché, sexualité, sociale, conversion, etc., participent autant de l'individuel que de la planification. Bleuler utilisait dans ses études sur la schizophrénie le terme autisme, lié à la schise, la fente. Pouvait-il penser clairement que l'autisme, par schise et repli évident, allait dominer notre époque post-fasciste ?
Ne peut-on donc penser que l'utilisation quasi permanente du portable appartient à la configuration autistique de l'homme en mœurs sociales? Pense-t-on par cet instrument, quels que soient ses bénéfices, qu'en étant atteignable, on n'en demeure pas moins inaccessible? L'autisme comme la schizophrénie appartiennent aux mœurs, qui elles, en premier, relèvent de la nosographique. Il n'y a aucune relation causale entre les mœurs et la folie, mais il y a apparentement permanent. Le langage, dans ses pouvoirs souvent anathémiques, de séparation, est aussi du monde, surtout quand le perpétuel prémonde qui nous habite rend le monde impitoyable. Il n'y a pas de philosophie du tout, et ce que nous croyons connaître par les lois de la pensée n'est qu'un faux accomplissement du savoir. Les descriptions psychiatriques ne sont souvent qu'une pente, qu'aujourd'hui tout le monde descend car il n'y a pas de raison sociale, que les psys en sachent plus que le commun des mortels. Mais s'il y a pente du savoir, il y a autant d'orgueil chez les psychiatres que chez les journalistes quand on croit remonter la pente en incluant tous les signes schizos dans un système. Cependant, il faut savoir que le pire système, c'est de présenter la maladie mentale comme une histoire qui rentrerait effectivement dans un système, pire que quand on inclut l'histoire dans un système. Mais notre époque, nos mœurs, adore ce journalisme dans lequel est tombé le talent de Foucault. L'auto-accomplissement du savoir, cette dérive dont Freud tentait pourtant de se garder, c'est notre pain quotidien. Attention, je ne déclare pas ici que la séparation, comme Schiz, soit un accord pur et simple, ce n'est qu'un dialogue. Avec une systématique quelconque, je me contente de me prémunir à chaque apport de toute pathologie. Conditions préliminaires. La psychanalyse, l'inconscient, la schizophrénie sont nés en même temps. Le même temps accent aigu pochal malgré les approximations historiques qui feraient croire à un mouvement d'idées ou à un fondement épistémologique. Il y a des psychanalystes, des inconscients, des schizophrènes, des moments où dans l'ordre spéculatif de la pensée, du langage et de l'existence, surviennent des autofécondations, des principes dynamiques, des organisations du social, du privé, du public et de l'appel aux soins. Ce mouvement est né à la fin du XIXe siècle et persiste jusqu'à nos jours, où il est en train de se briser contre des murs idéologiques et des laxismes ou des insuffisances de réflexion qui cachent mal une actuelle mutation. Dans l'ordre clinique sémiologique, la notation de Schiz faisait entendre une nouvelle maladie mentale issue de la démence précoce, donc de la démence comme affaiblissement de facultés, comme elle tendait à enraciner un principe, voire un préjugé de nosographie qui interdisait toute thérapeutique dite psychique. Or cette notion de Schiz a une validité, mais non d'essence. Elle n'est que moment évolutif ou conséquence plus que causation. On ne peut l'éliminer, mais de données cliniques, on ne peut en faire une pure positivité d'origine, la schizoanalyse, ni une pure négativité d'origine, l'irréductible du clivage. La schizophrénie se mute aujourd'hui en autisme d'où elle était issue, en partie. Les questions se sont déplacées sur l'autisme infantile. Les mêmes pièges, les mêmes coercitions, les mêmes errements s'y retrouvent. L'autisme n'est encore qu'un destin de séparation de la Schiz. On ne peut pas mettre de côté dans ce concept limite, la Schiz, l'appareil conceptuel de la philosophie, de l'ontologie et de leur déconstruction ambiante qui n'ont cessé d'accompagner l'aventure des schizophrénies, de Jasper Sabinswanger. La psychanalyse de Freud demeure au centre du débat. Pour de multiples raisons. La plus importante étant l'esprit de connaissance lié à la psychanalyse et médiatisé par les concepts, ou plutôt les notions d'inconscient, de métapsychologie, de pulsion. Que devient l'appareil psychique et psychique lui-même avec la schizophrénie? C'est autour des propositions de Freud, ses inventions, que le débat s'inscrira avec force et évidence.
Mais l'investigation psychanalytique n'est pas qu'un problème de connaissance au sens kantien, encore moins d'épistémologie au sens des modernes. Elle est liée étroitement à l'ouverture thérapeutique qu'elle décide et qui éthiquement décide de sa possibilité investigatrice. Comment peut-on soigner les schizophrènes n'est pas que d'ordre pratique. Le pragmatisme et la technique vouée à tout exercice thérapeutique se fondent en même temps sur la place du soigné et du soignant, d'abord dans le temps et dans l'espace, puis dans le public et dans le privé, dans la relation et la non-relation, le communicant et le non-communicant, l'individu et le système. Il y a des schizophrénies avant qu'il y ait un schizophrène, diagnostic meurtrissant et souvent fataliste. Il y a de multiples façons de se séparer du monde, du langage, de la sexualité, de soi-même. Mais il n'y a qu'une séparation. La séparation est une parmi les séparés et les séparants, et cette unité n'est ni positive, Deleuze et Guattari, ni négative, la psychiatrie officielle. La séparation est disjonctive et conjonctive, et par cette elle met en péril toutes nos attitudes d'écoute, de renoncement, d'abstinence ou d'aide, de séparation fussent-elles symboliques. La schizophrénie, comme toutes les maladies de l'esprit, de la pensée et du psychisme, n'est pas une maladie sociale, relevant ou de désordre ou d'idéologie socialement exécutée. Elle est privée, publique et sociale secondairement. La monstruosité criminelle du nazisme et du marxisme appliqué, surtout ce dernier en URSS, a été de se servir de ce qu'on pourrait appeler l'utopisme schizophrénique pour y adjoindre l'idée du mal, juif, tzigane ou contre-révolutionnaire, ou pour le retourner en idée du mal à éliminer, enfermer, interner, dissoudre. La banalisation du terme monde schizophrénique est un nouveau crime que la pseudo-modernité surexauce en esthétique. Ma pratique de psychiatre et de psychanalyste des schizophrénies remonte à plus de 30 ans. Mes réflexions n'ont rien de conclusive. Elles sont le fruit d'une grande patience, d'une simple humilité et d'une absence réfléchie de vanité thérapeutique. Dans ce domaine terrifiant, qu'est-ce qu'une réussite ? Simplement, comme je l'ai fait toujours et comme toujours je l'ai revendiqué, c'est par éthique que je m'adresse à un individu schizophrénique, à un sujet et jamais à un système, fût-il dénommé parental, familial, scolaire, social, politique. Je n'ai jamais voulu avoir affaire à des otages, mais à des êtres libres, même si les déterminants, les systématiques, les arguments de terreur semblent l'emporter en tout point. J'ai toujours refusé moi-même d'être un otage. Je ne peux livrer ici les protocoles, vidéos, des premiers entretiens, ni les aventures des traitements. Le secret professionnel me l'interdit. Pour ceux qui sont assujettis au même secret professionnel, le centre Evelyn et Jean Kestenberg que je dirige tient à la disposition, avec mon accord, les protocoles et assignations de ces matériels. De la séparation. L'apparition de la notion de schise a été un coup de force ontologique, dogmatisable, ce qui n'a pas manqué. On m'a coupé les cheveux jusqu'au langage, écrit si justement le poète schizophrène Rodansky. C'est dire mieux que quiconque la brisure ontologique d'une telle notion. Schise et schisme sont des expressions voisines auxquelles on peut adjoindre spaltung, clivage, splitting, dissociation, discordance, disjonction, déliaison, toutes relèvent de l'expérience angoissante de la séparation des séparations. Toutes les séparations ont donné lieu à des dualismes oppositions nels impénitents. Vie mort, veille rêve, esprit chair, pensée langage, ça moi puis moi clivé. La psychanalyse les réfère au mieux aux séparations existentielles mère puis père-enfant, ou hypersignificative corps molaire pénis, fesses, enfant. Donc l'angoisse de séparation, donc le désir de recomposer l'unité perdue, le deuil. Cette séparation relève-t-elle d'une chute ou d'un autisme fondamentaux ? Chute d'Adam, chute dans l'incarnation, chute de l'idée platonicienne dans le soma, chute dans l'inconscient ou chute de la conscience comme elle-même disjonctive, lapsus, symptôme, acte manqué, chute par manque. Mais déjà une première remarque s'impose qui met en suspens l'idée même de chute. Séparé du monde, mais non coupé du monde. La schise est-elle une séparation par chute ou une coupure ? La séparation s'absente avec l'objet qui se sépare d'un sujet. La présence du monde ne propose plus de questionnement. Mais ce non-étonnement devant la présence du monde n'est plus un questionnement. Un catatonique n'interroge pas le monde, mais si vous approchez trop près de lui, un geste classique coupe le monde entre lui et vous, ou en crée un nouveau qui n'est pas que de destruction, de liaison inacceptée. Déjà Descartes clivait le cogito et la chose pensée,
mais la chose pensée dérivait-elle du cogito, ou le cogito, si autonome fut-il, de la chose pensée? Où est l'autoréférence, à la pensée elle-même? Il en est ainsi de l'auto-érotisme, source pulsionnelle par régression du temps érotique schizophrénique selon Freud. Est-ce une autoréférence à la sexualité, ou simplement l'auto comme référence? Même question. La séparation disjonctive en Occident, avant d'intéresser l'homme et Dieu, ou peut-être en même temps, a concerné psyché-soma. On a fait disparaître, en fait on a escamoté, la position de cette disjonction sous la stratégie du symbolisme. Mais demeurent les problèmes schizophréniques. Mon corps disparaît sous la relation. Le monde est devenu mon monde. Les limites du monde se limitent aux limites du langage ontologique du « je suis ». Se perdent alors dans la dialogue corps-non-corps le dialogue pulsion érotique, pulsion destructrice, qu'il faut relever par le sadisme, le masochisme, le narcissisme. Mais la fracture ontologique de la schise fut réévaluée par la fracture du narcissique d'où en fait, elle était partie chez Freud. Le narcissisme, une introduction. Le narcissisme et le sadomasochisme ne font que réabsorber l'instinct destructeur, mais ils ne disent rien sur lui. L'exigence de Freud de faire de la pulsion de mort le non remarquable, une aophéligue, le silencieux et la finalité via l'inerte est une échappatoire rationaliste et mythique, presque un délire de raison. Séparer, est-ce se séparer, est-ce détruire? Est-ce diviser? La paranoïa divise. Qu'advient-il des séparés? Peut-on comprendre la démence meurtrissante, démence précoce, et l'extinction vitale du schizophrène sans comprendre le principe phénoménal de l'extinction qui la régit ou la laisse être? Plus encore, la non-persévérance de l'être dans son être, la chute du dynamisme du conatus relève-t-il encore du seul fantasme d'anéantissement? Freud, dans Schreber contre Jung qui voulait l'assassiner en le mettant en état d'impossibilité de fonder la schizophrénie sur la sexualité, rejetait la notion de schise comme préjugé nosographique et préférait paraphrénie à schizophrénie. Et pourtant il invente quelques années plus tard le clivage du moi dont les avatars fantasmatiques deviendront clivage d'objets, clivage de tout et de rien. Au moins Freud reconnaissait-il, et a-t-il toujours reconnu que la théorie des instincts était imparfaite, insuffisante et même indéterminée. L'oubli de cette indétermination de la pulsion se changera en dogme, sans pouvoir admettre que la schise était en fait cette indétermination même. La schise pour Freud est un processus banal et normal. Il faudrait ajouter comme l'indétermination. Le détachement de la libido du monde extérieur et la régression, repli de cette dernière vers le moi peut être aussi pathologique que le retrait du monde dans le sommeil ou le deuil normal, prototypique. C'est toujours la même question de la psychanalyse freudienne devant laquelle il semble que les successeurs de Freud se rétractent. Le refoulement a agi par détachement de la libido et non le contraire. Ou encore, la phase d'agitation hallucinatoire nous apparaît comme le combat entre le refoulement et la tendance à la guérison. Rejoignant le délire primaire d'Henri E.Y., sont des réflexions qui, hors leur valeur de stratégie, en disent long sur le principe de séparation. Rappelons pour ce faire que le mécanisme hallucinatoire et non la projection motive l'hystérie et la schizophrénie. La fixation auto-érotique conduit toujours à une unité associative de la pensée, à une Grundsprache égale langue de fond selon Schreber, et cette unité associative de la pensée conduit à une dissociation quant à l'écoute d'autrui. C'est déjà dire, en plus, que la linguistique synchronique du signifiant ne peut pas être éclairante pour la diachronie systématique entre une pensée auto-érotique et un dire qui ne peut pas se dire en association à une écoute d'autrui. Je reviendrai souvent sur le problème du clivage du moi, mais déjà ici je peux dire avec Freud qu'il ne s'agit ni d'un moi perdu ni de deux moi, mais se clive, se divise, se sépare, sur le moi pour ne pas s'échapper à lui-même. Par son ouverture ontologique, la schizophrénie est une maladie de culture. Le virage de la psychiatrie date de la mutation de la démence précoce de Bleuler, 1911, en groupe des schizophrénies. Il faut rappeler brièvement l'aventure clinique, séméiologique. Kraepelin décèle l'épisode aigu qui va vers la démence, l'affaiblissement des facultés affectives et intellectuelles. Une Bleutzin primaire. Après Esquirol, Kalbom décrit en 1863 la catatonie, Ecker, l'hébéphrénie, Chalin, la discordance. Kraepelin reprend tous ses acquis en les établissant sur un fond de déficit primaire. Ce sont les psychoses avec déficit catatonie,
hébéphrénie et démence paranoïde. Bleuler inventera le terme de schise comme démence disséquente et séjonctive, de dislocation, de dissociation, de séparation. Primum movens, la schise. 1. La schise des fonctions psychiques. 2. Les troubles associatifs, les barrages. 3. Les troubles affectifs, l'ambivalence. La schise permet la distinction et la séparation d'avec les autres psychoses. Tout l'apparat séméiologique part de là. Le trouble des associations et des affects est parce qu'on établit qu'associer c'est penser, ou que penser c'est associer. Dissocier ce n'est plus penser ou penser schismatiquement. Cette moralisation est pleine de conséquences. Même chez ceux qui ne se réfèrent plus à la séméiologie classique, disons les psychanalystes, la stratégie de pensée demeure identique, dissocier n'est plus penser. Se séparer du réel n'est plus penser, n'est plus vivre. Il existerait une stase de la pensée qui expliquerait les associations étranges fortuites, les syncrétismes, jusqu'aux mots valises, les assonances, les barrages, les coqs à l'âne. La hiérarchie logique linéaire se dissout par le manque de but, de représentation de but, la formation néologique de surconcepts. Les liens associatifs disjoints jusqu'aux bizarreries, objets bizarres de Bion, trouveront chez Freud une logique mécanique et quantitative de la quantité Q et du frayage, confère l'esquisse. Les stéréotypies répondront à l'appel d'un vocable inducteur. L'abstraction de ce surconcept retentira sur rénonciation. Le malade suit le contour des objets mais ne les nomme pas. Idem l'écholalie, l'échopraxie. Les troubles associatifs qui conduisent à l'incohérence interne via l'ignorance du monde extérieur se réduisent alors à des contraintes à penser à ne plus penser. Le barrage avoisine le lapsus. Le négativisme des schizophrènes est un bannissement, l'affectivité d'indifférence, l'atimormie, l'ironie discordante repose sur l'idée d'une unité de l'expression, manquante, où la chaîne parlante et la systémique de la langue jouent le rôle syntagmatique d'un paradigme pensé-parlé. La schizophrénie livrait l'inconscient à une logique hétérogène et autre. C'était l'inconscient mis à nu. Dans la parathymie par exemple, paradoxale, un malade rit à la mort de son père. De toute façon, dissociation de l'unité synthétique jusqu'au délire paranoïde, de relation de référence. Cette dissociation sera poussée à sa conséquence ultime par Bleuler en 1931. Le défaut de la synergie des fonctions, la Zusammenarbeit perd sa cohérence et la schise se radicalise devenant une entité évolutive, néfaste. Minkowski dira la même chose avec la perte de l'élan vital, et les psychanalystes emboîteront ce même pas avec les déliaisons de la pulsion de mort. Mais on ne sait toujours pas quel est le principe qui sépare. La pulsion de mort n'est qu'un mythe organisateur et non causal. Dans une perspective séméiologique, on oscille de la cause du déficit de la pensée à la cause d'un événement aigu. Les états aigus sont le berceau de nombre de délires. Henri Ey s'exercera à une pathologie de la conscience. Freud séparera bien l'hallucination de la projection. L'hallucination, c'est ce qui sépare, comme traumatisme d'hyperinvestissement. Il existe une dissociation passive et une dislocation active via l'autisme. La schise devient bien alors un coup de force ontologique dans la psychiatrie, la psychanalyse, les idées épochales. Mais tout repose sur l'idée de flux associatif, du temps en fait. C'est Jung, rappelons-le, qui passera l'association à Freud. Nous en sommes toujours là, à l'association. La première règle de la psychanalyse orthodoxe est d'associer, dites tout ce qui vous vient à l'esprit, etc. Pour Kraepelin encore, la démence était primitive, pour Bleuler c'est la schise qui est primitive. La maladie des maladies, c'est ce primitif-là. Relisons bien ce qu'il écrit. La dislocation est la condition préalable des manifestations les plus compliquées de la maladie, mais derrière cette dislocation systématisée nous avons trouvé un relâchement primitif du processus associatif. En fait, Lacan et Bion diront la même chose, forclusion asymbolique du père, objet bizarre de la dissociation de la grille. La faiblesse de l'association, des idées, repose donc sur le relâchement du temps, sur la diminution de la grandeur du temps soit dans sa mesure psychique, soit dans son essence. Or, s'il y avait là dans la psychiatrie séméiologique ce que j'ai appelé un coup de force ontologique, la psychanalyse avec Freud, rappelons encore une fois que Freud était contre le préjugé conceptuel de la schise bien qu'il l'ait utilisé, à mesurer le temps de ce coup de force.
La notion d'inconscient relève d'une équivoque ontologique qui se perdra avec grand nombre de successeurs de Freud et avant eux avec Jung, la psychanalyse jungienne. Pour Freud, l'inconscient avec le conscient est une continuité psychique, la conscience elle-même demeurant mystérieuse et Lick, inconnaissable. Descriptif et systémique, Lick obéit à une métapsychologie topique, économique et dynamique où sont contenues des notions, des inventions de Freud, comme intensité de désir, intemporalité, pas de nom, de contradiction, pas de représentation de sa propre mort, des processus primaires, pas de conjonction, pas de ou bien que de la figurabilité. Freud est cependant resté en suspens dans son équivoque sur le problème de la succession. Il n'a pas vu que succession et intemporalité font très bon ménage, ne pensant la succession que comme causalité ou plus exactement consécution. Je reviendrai plus longuement là-dessus. La civilisation romantique, étayée sur Paracelse, Baume et Schelin donnait de l'inconscient l'image d'une conscience absolue. La conscience sépare et l'existence séparée est un mal. Le primitif est un somnambule dans un paradis. La nuit est valorisée. Idem, la nature et la magie. Cette divinisation de l'inconscient sera gardée en fait quand l'inconscient deviendra avec Lacan, un inconscient, l'inconscient de droit divin, confère la lettre volée par droit de coupure épistémologique, le refoulement, la censure devenant la barre du signe. Freud avait su garder l'analogie de conscient à inconscient. Il y avait racine commune, obscure. L'inconscient demeurait le primitif. L'équivoque kantienne était sauve. Quand Freud reconnaît l'inconscient, il le décrit comme les pré-romantiques, comme l'animisme magique existant pour l'homme dans le monde animal, végétal, l'inanimé et en lui-même. Cette hétérogénéité n'est pas encore une altérité de constitution. L'autre psychique, l'autre du monde devient l'objet, clivable, Klein, divisible, Lacan, objet A, objet A. La systématisation de l'altérité n'existe pas chez Freud, confère. L'inquiétante étrangeté. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la schizophrénie ? L'autozérotisme et le négativisme narcissique décident du conflit moi-monde. La différence devient une exclusion, le non-être un être, via le décêtre. Le langage est accepté comme ce qui coupe l'être et la pensée, les signifiants. L'absence est perçue comme un non-être. On ne peut plus comprendre la position de Freud pour l'explication métapsychologique de la schizophrénie. Pas de régression topique, le monde extérieur fonctionne comme l'inconscient. Le séparatisme amènera la contradiction au paradoxe. Paradoxe qui, s'il est, c'est qu'il n'est pas, s'il n'est pas, c'est qu'il est. La rhétorique est hypervalorisée, l'inconscient devient le lien tropique de la rhétorique. La dialectique de l'objet va jusqu'à la chose en soi, Bion, l'objet en soi, mais où est perdue la vérité kantienne, la chose en soi n'est encore qu'une version de la chose. L'apparition de l'hallucination perd son traumatisme de vision et devient ce que le sujet prend pour la logique des choses. La modernité accusera ce séparatisme épistémologique. Pour M. Foucault, l'objectivation de l'homme se fait avec le passage à la folie. La vérité de l'homme ne se fait que sur sa disparition. Il n'y a que des différences discursives. Les modernes issus de Freud croient ferme que Freud a dit et pensé que le sexe signifié n'est absolument pas comme les autres significations. Il faut bien en venir à l'ontologie, son dépassement, ses insuffisances. Jaspers, psychiatre et philosophe, disait bien que l'homme est toujours autre chose que l'objet d'un certain savoir. Arnaud, Leibniz, Pascal dissociaient contre Descartes le fait de penser des contenus et la représentation de ces contenus, dissociation entre le fait de penser et la conscience de ce fait, mais il n'allait pas jusqu'au cogito autonome ou jusqu'au sujet en soi de l'inconscient. La vieille question de l'ontologie fondamentale revient à la surface. Est-ce que penser et être, c'est le même, comme le déclarait Parménide ? La schizophrénie vivra de ce problème qui décidera de toutes les conduites thérapeutiques et sociales. Y a-t-il dédoublement de l'être ? N'oublions pas que pour Freud, le philosophe est un schizophrène et qu'il n'apparaît, comme le schizophrène, que dans et par la dissociation pratique-théorie. Pour Parménide, penser et être c'est même. Le néant ne est pas. L'être est non divisible, en lui tout se tient. Il est immobile, sans commencement, il repose en lui-même, ne naît ni ne meurt. Cela deviendra autant la sphère narcissique que la sphère de l'inconscient. Platon est le premier des penseurs grecs qui opérera la scission entre être et pensée,
mais déjà, dans l'école éléatique, de Parménide, un curieux personnage, Zénon, introduira le schisme. Le mouvement devient existant pour lui-même et non pour l'être. Tout le monde connaît l'histoire d'Achille qui ne rattrape pas la tortue, le paradoxe de Zénon d'Élée. L'erreur, l'astuce de Zénon est de penser au même titre la divisibilité de l'espace et celle du temps. L'espace est divisible à l'infini, mais jusqu'au point inétendu. Le temps est divisible, mais divisible en instants indivisibles, l'instant, le vécu, la durée. Le temps est sortilège, ne serait-ce que par la répétition. Zénon s'amuse sans doute, mais pense que le temps par le mouvement sont divisibles à l'infini. La flèche qui vole et qui ne vole pas, selon P. Valéry qui reprend le thème du Zénon dans le cimetière marin, que le tireur a lancé de l'arc est démobilisé par les sortilèges de l'instant. C'est ce que Freud retrouvera dans la figurabilité du mouvement, dans les rêves de poursuite. Celui qui me poursuit et qui va plus vite que moi ne me rattrape jamais cependant, mais la menace persiste, manifestant l'angoisse anticipatrice. C'est ici, dans le paradoxe volontairement pensé de travers, que se situe le paradoxe de la schizophrénie. La discontinuité n'est pas le contraire de la continuité. C'est la discrétion, le détail, le fragment pour le fragment qui sont le contraire. Mais la discrétion apparaît sur le fond de la continuité, et la continuité n'est continue que par et sous la menace de la coupure, l'imminence de la coupure. Le narcissisme des petites différences, Sigmund Freud, est cette discrétion qui provoque les violences dites fondamentales, le racisme par exemple. Comment garder l'unité de concept de grandeur, dans la dualité de tous ces moments de grandeur? L'unité constituante doit être sans grandeur, indivisible, et cependant elle doit être grandeur sinon la répétition ne ferait pas sortir du néant de grandeur. Ce problème s'est posé à Freud avec la répétition via la pulsion de mort, comme néant de grandeur. Mais alors de quelle répétition s'agit-il? Et avec la petite chose détachable, vue comme équivalente par l'inconscient, c'est-à-dire dans le paradoxe du comme si. Enfant, pénis, fesses ne sont pas des équivalents symboliques comme le croient les kleiniens. Ils ne le sont qu'en niant le concept de grandeur. Ce que fait le schizophrène pour qui cette équivalence est donnée d'emblée, dans le penser, l'être et le dire. C'est justement cette équivalence pseudologique, ce paradoxe qu'il s'agit d'ouvrir par la compréhension thérapeutique. Dans l'instant de la décomposition du temps et du mouvement du temps, la flèche est immobile, mais l'immobilité, onirique, n'est pas le repos. Le catatonique est immobile, mais pas en repos. Le schizophrène, comme Zénon, montre que l'impossible est possible, mais seulement comme logiquement nécessaire. Il y aurait une logique, de l'inconscient. Si la flèche se meut et pourtant ne cesse de recommencer à se mouvoir, c'est qu'elle est immobile dans son mouvement. C'est qu'elle est une flèche peinte sur un tableau. Elle deviendra le pittoresque maniéré dont usent et abusent les schizophrènes, paradoxe du langage, néologisme, etc. Le schizophrène prouve que le mouvement est impossible. Il accède à la dichotomie de la séparation. On le comprend avec les stéréotypies. C'est une répétition incessante d'un geste instantané voué à se défaire en tant qu'il s'accomplit et s'accomplissant cependant sans se défaire. Ferenczi avait vu juste là-dessus. La flèche est pittoresque, peinte, et son mouvement est machinal, confère la machine à influence de Taeskes. Ce paradoxe zénonien ou schizophrénique, ou onirique, est lié dans le corpus de la psychanalyse à la pulsion d'autodestruction, pulsion de mort. La séparation pensée-être conduira aux techniques du langage, adunaton. Le langage peut assumer toutes les contradictions sous l'apparence d'un paradoxe. Pour Freud, seul l'inconscient réduisait la contradiction. Pour Lacan, l'inconscient n'est qu'une rhétorique et de ce fait, assume tout ce qu'assume le langage, c'est la langue. Mais Lacan se met à la place de l'inconscient, il oublie, comme le schizophrène, l'analogie du comme si. Contre la résistance narcissique du sujet, contre sa propre subjectivité, s'opère la disjonction, et l'analytique devient uniquement langagière que par aporie de la référence, du langage au monde. La logique se centre sur un manque irréductible, l'objet du désir n'est qu'un manque de l'être. Avant donc d'accréditer ce séparatisme de Zénon, de Platon et des contempteurs de la coupure, il faut penser plus profond. Le sujet n'existe que dissocié puisqu'il découvre l'autre en soi ou l'autre dans une épiphanie, vision de l'autre. On comprend alors que les mots ouvrent un espace qu'ils n'occupent jamais.
C'est la tension avec les mots qu'on projette sur les choses, et c'est ce qu'on appelle les associations. Donc la séparation est autre. Penser n'est pas être, mais le langage ne coupe rien. Il y a une unité des contraires, les paires contrastées de Freud, réalité psychique, réalité extérieure. L'opposition des contraires est une unité. La rhétorique n'est qu'un système de conviction et d'aliénation. C'est l'aliénation même. Pas encore la folie. Fascisme de tous les discours. Liberté de tout ce qui est, dans l'intradiscursif. Les linguistiques, et le séparatisme saussurien signifiant signifier fait par coup de force que ces deux faces du signe ne peuvent exister synchroniquement que par l'acte abstrait qui les divise. Il n'existe pas avant cette division-séparation. C'est ainsi que Freud pouvait dire que non seulement le philosophe est un schizophrène, mais qu'on est schizophrène quand on interprète les rêves. Digression sur Zénon pour comprendre la schizophrénie. Zénon d'Élée utilise la dialectique pour attaquer ceux qui sont contre l'un, immobile, comme ceux qui sont pour le mouvement. Il réduit à l'absurde les arguments, et utilise la méthode d'ironie. Quand on ne peut pas fournir de preuves directes parce que la proposition est trop liée aux axiomes, il faut faire sortir la contradiction incluse dans l'antithèse « moi je suis » et la thèse « toi tu n'es pas ». Il montre alors l'absurdité de la pluralité, et l'absurdité du mouvement. Si la pluralité existe, elle doit être infiniment petite et infiniment grande. Petite, parce que ses parties doivent être indivisibles. Grande, parce que chaque partie doit être séparée de l'autre. Si tout ce qui est dans un lieu, topique, peut être dans un autre lieu, alors c'est l'indéfini, la boîte à camembert dans la boîte à camembert, etc. Question qui s'est posée à Freud à propos du changement d'état de la double inscription CS et PCS, et qu'il a conclu par cette assertion magistrale : une même chose ne peut pas être en même temps consciente et inconsciente. Venant l'idée paradoxale zénonienne et schizophrénique de la double inscription. Un corps en mouvement, pour atteindre un point donné, doit d'abord traverser la moitié de cette distance, puis le quart, etc. Mais le temps de la durée sont indivisibles du divisible. Si la tortue a de l'avance sur Achille, il ne pourra jamais la rattraper, quelle que soit la vitesse de sa course. Pendant qu'Achille court pour atteindre le point d'où est partie la tortue, celle-ci avance de telle sorte qu'elle ne pourra jamais annuler cette avance. La flèche lancée est toujours immobile. Elle se trouve toujours dans un espace égal à son volume. Or, la flèche se trouve à chaque instant dans un espace égal à son volume. Zénon, en s'amusant, veut dénoncer chez les amateurs du mouvement la radicalité du continu et du discontinu, la radicalité de la liaison et de la déliaison, dirions-nous aujourd'hui. Passe sous silence l'introduction simultanée de deux hypothèses contradictoires. La continuité. La discontinuité sans passer par la discrétion. Zénon introduit le dilemme dialectique, repris par Kant dans l'idéalité de l'espace et du temps, les a priori constitutifs de l'expérience. Mais la question princeps demeure : pourquoi le temps n'est-il pas aussi divisible que l'espace ? Ou pourquoi l'est-il différemment jusqu'à sauvegarder un indivisible dans le temps, dans sa divisibilité en instants ? L'espace répond à une structure continue, le temps à une structure granulaire. Le point, inétendu, n'appartient pas au temps. Le grain n'est pas le point. On le voit bien en musique vocale. Le grain de la voix est une partie du timbre que le sérialisme n'a jamais pu subjuguer. La dissociation, la séparation se situe entre le temps et l'espace. On a tendance à spatialiser le temps. Ainsi dans un rêve, dit Freud, où on se figure grand puis petit, c'est la preuve que le temps a passé. Même rapport de grandeur entre le surmoi et le moi, dans l'aplatissement du grandiose moi infantile par l'humour. L'instant n'est pas une partie du temps comme un point l'est dans l'espace. La topique freudienne ne résout pas le problème du temps, et il faudrait repenser l'ardoise magique où Freud déclenche le temps comme alternance topique. Un élément constituant même analogique n'est pas une partie additive. Ainsi en va-t-il des associations de pensée dans ladite chaîne parlée. La psychanalyse repose sur le régime associatif. Double topique du langage, double discours, discours à double entente selon un Freud revu et corrigé par les modernes. Le discursif et ses arguments rhétoriques font coexister espace, topique, et temps dans une cohérence qui fait problème.
Les rhéteurs rendent n'importe quoi semblable à n'importe quoi, ce que dénonçait Platon, ne sont pas cependant d'authentiques schizophrènes, bien que la schizophrénie soit née de cette pseudo-cohérence associative temps-espace. Double discours n'est pas discours à double entente, Freud. Freud n'a cessé de valoriser ce qui, dans le discours, le rend à un temps indivisible. L'intradiscursif et le métalangage. Ne peut-on pas conclure ici avec cette phrase formulaire et gnomique d'un schizophrène qui, rencontrant au parloir, où il se rendait toujours pour hanter les lieux où personne ne venait le voir les jours de visite, un enfant s'exclamait dans une magnifique et terrifiante réflexion paradoxale, « Et pourtant je ne suis pas le père de cet enfant. » L'inconscient peut-il être schizophrène ? C'est-à-dire mythe ou phénomène ? L'inconscient devient pathologique quand il figure toute continuité de séparation d'avec le conscient, quand il devient inconscient. Le monde devenant inconscient, fonctionnant comme l'inconscient dans la schizophrénie comme non-régression topique, le problème de la connaissance dans la schizophrénie ne quitterait pas alors la phénoménologie de la perception. Schématisation, abstraction, fantastique, hypersymbolisation du monde schizophrénique sont alors inhérents à une certaine phénoménologie. La phénoménologie issue douceur la mauvaise presse dans la psychanalyse. On l'a pourfendue sans l'avoir bien entendue. Elle avait profondément influencé toute la psychiatrie de l'avant-guerre, Binswanger, Minkowski, Henri E.Y. Sa pensée demeure toujours à mes yeux capitale, même si je rationaliste Husserlin en encerclant le monde de la vie, et en s'y référant à la fin de l'œuvre, y achoppe cependant. Freud établit en fait psyché sur les fonctions d'un appareil psychique, mais plus dans la finalité de l'hallucination que de la perception. La perception c'est déjà un savoir sur ce qu'on perçoit, un savoir du fait qu'on perçoit, un savoir sur soi qui perçoit et la conscience morale sur tout ce qui est perçu. Le schizophrène vit ses perceptions, comme le sensationnel de la perception. Il les vit avec térébrance, mais sans s'en étonner. Il les vit ainsi parce qu'il sépare, divise tous ces éléments de la perception par savoir sur la perception. L'apparaître du paraître, du fait de cette division se mute en apparence, à l'instar du rêve. Mais ceci partiellement aussi dans un autre ordre. L'onirisme de la vie autistique schizophrénique est un délire de rêve, mais non un travail de rêve. Quand Husserl invente l'erlénis, le vécu par exemple, un pommier en fleurs dans le jardin, ce qui est vécu est le représenté ou la représentation. Je perçois le pommier dans ma conscience, mais encore le pommier. Il faudrait pour cela le pommier dans le pommier, à l'infini, jusqu'à irréalisation du pommier, dépouillé de son existence, hors de l'existence. Le phénoménal apparent devient l'œil qui se rend visible à l'esprit, Hegel. Le vrai pommier n'est pas plus dans la conscience que hors d'elle. Il est présent par une présence des choses et une présence aux choses. Il y a intentionnalité du vécu, et non emboîtement. Tout ceci est archi-connu, mais le mouvement phénoménologique d'Hegel à Husserl participe de cet esprit de la schizophrénie apparu avec Bleuler. Y a-t-il une cause à ce qui se manifeste ? Le désir schizophrénique coupe-t-il le désirant de toute manifestation du désiré ? La phénoménologie transcendantale d'Husserl se fondait sur une coupure, un suspens, une E accent aigu POCHE accent aigu, une réduction, pour connaître ce qui se passe dans le vécu de la perception ? Ne se situait-elle pas déjà dans la schizophrénie ? Cette mise en suspens qui ressemble tant à la consigne ou à la règle du processus associatif en analyse, dire tout ce qui vient à l'esprit, sic, est une réduction schizophrénique. L'objet schizophrène n'a de sens et de valeur que par cette mise en suspens. Le schizophrène met tout en suspens quand, au terme du désinvestissement des objets du monde, il met l'inconscient à la place du monde. Le langage est mis de côté, il ne revient que comme guérison. Les mots sont investis comme des choses, dira plus tard Freud, mais à partir d'une chise qui est en fait un deuil d'amour. L'inconscient langagier devient mythifiant, mythificateur du phénomène qu'il occulte. On mythifie quand on ne fait pas l'effort de distinguer le plan transmis du plan transmetteur, quand on confond la signification et l'objet, la parole et ce dont on parle. Le phénomène par l'excès même qui le définit reste mystère. En élargissant le problème, on peut dire que la recherche psychanalytique n'est pas de savoir ni de se demander comment les choses se sont passées, mais en quoi celles qui sont se distinguent de tout ce qui est arrivé jusqu'à présent. De toute façon, la succession n'est pas représentable. Dans la narrée,
Linéaire ou pas, ce qui s'est passé diffère du sens de ce qui est relaté. Le sens de la narration réside dans la compréhension de formations logiques, topiques, rhétoriques qui signalent un devenir à notre attention. Dans le rêve, les processus primaires figurent comme autant d'hyperboles du devenir. Dans le narré schizophrénique, il en va de même. Le devenir du désir dans le narré se bloque en hyperbole d'un désir, retourné le plus souvent, en désir de dire ce qu'aucune oreille ne peut entendre. L'inconscient langagier, mimétique, illustratif, devient mythificateur, subordonne et occulte la doctrine des phénomènes. La rhétorique de l'inconscient langagier, sa logique illogique, ne peut atteindre l'animisme foncier et généralisé qui enracine et le phénoménal et l'intradiscursif. Si pour la pulsion, l'opposition entre conscient et inconscient est dénuée de sens, c'est que le primitif de l'inconscient dépasse cette opposition toujours seconde. L'inconscient ne peut être sur un plan de pure logique que l'inverse contradictoire du conscient, ce qui veut dire aussi la fascination du conscient pour le négatif et le contradictoire. Cette passation toujours difficultueuse se révèle bien dans la problématique de l'affect. Il y a tous les caractères de l'inconscient et il ne peut être que conscient. C'est la fameuse aporie de la psychanalyse, sentiment inconscient de culpabilité que la seconde topique élargit mais ne résout pas, inconscience du moi masochique pour un surmoi sadique. Comprendre Husserl avec la psychanalyse. Pour mieux comprendre le schizophrène. Husserl, dans la foulée autant de Bergson que de Descartes, ce qui est déjà contradictoire, invente avec Brentano que toute conscience est conscience de quelque chose, on pourrait dire que l'objet est investi avant que d'être perçu. C'est assez opaque avant d'être ambigu. Le phénomène est son propre être, il n'y a rien derrière lui. Le psychique n'apparaît pas, c'est vécu. Tout devient apodictique et non plus adéquat. Le désir freudien en fait n'ajoutera rien. Il faut se défier pour Husserl, dans l'étude des essences, autant du naturel que de l'idée. On peut approcher scientifiquement l'être. La phénoménologie transcendantale est une science rigoureuse. On ne peut échapper à la possibilité déterminante de répocher, de la réduction. Le sujet transcendantal, que le moi purifié de Freud évoque, est l'a priori de toute objectivité. L'être est donné tel qu'il est donné et ne peut pas l'être autrement, absolu apodictique. L'être phénoménal abat la séparation entre l'être et la conscience, ce que fera l'hallucination et l'affect dans le corpus freudien. Husserl part de Descartes, certes, mais il reconnaît que le doute universel de Descartes n'est pas légitime. Il y a un être absolu, qui est l'être phénoménal. Si l'intention de signification en soi est vide, il y a cependant remplissement intuitif de cette intuition. Dans la schizophrénie, il y a un vide constitutif et une opération dialectique du rien, autour de cette constitution a priorique du vide. Cliniquement, ceci est très important, nous le verrons. L'époché est une mise en suspens plus radicale que le doute cartésien, qui ne serait qu'un délire obsessionnel. L'époché est plus négatif que toutes les négations. Cette mise entre parenthèses n'est pas une déliaison, si elle n'est pas non plus une liaison. L'intellectualisation, ce qui est appelé à tort le défensif, est un destin de pulsion, de vie, d'éros, avant d'être le destin de ce destin, la pulsion de mort dans la démence schizophrénique. Hors toute manifestation, hors tout phénomène de langage, il y a la possibilité du non-phénomène du phénoménal, ce que Freud a appelé la trace mnésique. Mais l'époché husserlienne, tout accent aigu POCHE accent aigu, reste rivé à son autarcie de réduction. Freud installe avec la pratique de la cure la levée même de cette autarcie. La diachronie de l'écoute qui n'est d'ailleurs que cette diachronie du langage à lui-même, la souffrance de l'intradiscursif qu'entend l'autre. Du tout associé de l'analysé fait écoute et non écho le tout entendre de l'analyste, ou l'absence de préjugés à l'attention flottante. Cette réduction de Freud dépasse celle d'Husserl. Elle permet le décryptage de l'intradiscursif, non plus dans le sens d'un autre discours ou d'un discours de l'autre, mais la révélation de ce qui tient ensemble le vécu et le narré. C'est l'attention qui est flottante et non les signifiants. Le schizophrène tente à valoriser le discours à double entente, pour interdire le sens au projet de la signification. Freud, en décrivant l'inconscient, s'est laissé prendre au piège. L'inconscient n'est pas langagier.
il est empathie négative qui brise le discours ou l'intradiscursif à la valeur de rébranlement due au sens et non la prise en compte d'une signification sans signification, les signifiants, qui ne fait que de doubler le discours par un autre discours. L'extrême difficulté d'être présent au discours du schizophrène, ce n'est pas le décodage, mais la présence-absence de ce qui dans le langage est pure émotion, pur affect, pure expression, dont la discordance n'était que le signe du camouflage. C'est donc bien l'écoute comme possibilité de double entente, c'est-à-dire de diachronie, et non de double signification, qui invalide toute linguistique synchronique du signifiant. Par intolérance à cette duplicité d'entente, le schizophrène établit un rapport phénoménologique d'une signification idéale, ultime, je suis le Père moi-même, je suis le signifiant, etc. Ce qu'il porte à l'extrême de l'idée devient constituant. Il court-circuite le monde intuitif de la conscience au profit du monde sériel des objets, en fait et signification. Si en effet, l'absence ne se présente que d'elle-même et n'est plus de l'ordre de la représentation, c'est que dans le souvenir le passé ne se présente que sous la forme de l'absence. Quoi qu'on en dise, il y a dans le fantasme, même originaire, une absence présentifiée sans souvenir et qu'on appelle l'origine. Le deuil, sur lequel Freud s'est insuffisamment expliqué, est quand même une maladie normale du langage de la représentation. Le deuil n'est pas encore l'investissement de l'absence, et le travail du deuil, s'il est bien le désinvestissement de l'objet perdu, est en même temps l'investissement en nostalgie de cette perte. On investit l'absence avant d'investir un autre objet, ce qui n'est évidemment pas le cas du schizophrène. Si chose et conscience sont antinomiques, chose et inconscient ne le sont plus puisque le point de départ de la conscience repose sur la division apparue entre la chose et l'inconscient. On appelle inconscient cette séparation d'avec la chose. Mais cette séparation veut dire aussi qu'on ne saisit le vécu qu'en le vivant. Pour comprendre l'originalité des réductions husserliennes, il faut avoir admis l'originalité de la psychanalyse qui s'oppose à elle, et non s'oppose à elle, mais toutes deux sur la même orbite. La réduction eidétique, dite banalement idéale, n'a de sens que par son irréductible obstacle. Elle est contre l'injure du devenir faite à l'être. Elle met en lumière l'a priori de la constitution et permet l'expérience, comme chez Kant, mais elle ne peut rien construire du réel. Elle n'est donc ni génétique, ni structurale. La pathologie de cette réduction eidétique donne la schizophrénie. La réduction phénoménologique rend les choses irréelles dans le vécu. La 5e recherche logique d'Husserl est un véritable coup de théâtre. Elle irréalise ce qu'on tient pour réel, à l'instar de la mathématique ou de la musique. Avec elle, on passe du réalisme des essences à une irréalisation du vécu, non pas pour anéantir le vécu, maïs pour le tenir en vue. Le noème, de la noia, de l'orthonoia, est ce qu'on vit en rêve. Un sens irréalisé est dépouillé de son existence hors de la conscience. Mais il est infiniment réel, comme la réalité psychique. La constitution phénoménologique comprend donc Pépoché, les deux réductions et le génie perceptif en dessous du je me pense. L'introuvable devient irreprésentable, le sensoriel pur, la matière sensorielle pure, la HYLE accent aigu, sans quoi aucun objet ne surgirait devant moi. Si le corrélat est toujours intentionnel, le flux de l'être phénoménologique a toujours une couche matérielle et une couche noétique. Nous avons quitté Descartes. Pour Husserl, à la fin de sa recherche, il y a une odyssée du savoir dans le retour sur soi, et une paranoïa schizophrénie, une schise exemplaire entre l'ego transcendantal et le monde constitué. Le monde est un constitué. La subjectivité absolue est au-dessus du monde, et ne s'objective que dans l'humanité. La phénoménologie transcendantale a réintroduit ce que Descartes avait laissé de côté. Je pense veut dire la vie, je suis, cette vie mais je vis cogito. L'être et le phénomène expulsent le néant car même si ce que je vis n'est pas tel, je le vis, et de ce fait, l'épreuve affective de l'autre demeure au premier plan. Si l'œil ne voit qu'à la condition de ne pas se voir lui-même, cela veut dire essentiellement l'épreuve de ce qui est vu, l'épreuve affective de l'autre. Quand l'œil voit le propre membre sexué de l'être, pulsion d'exhibition, il ne se voit pas encore comme œil mais peut se voir comme membre, phallisme de l'inconscient, animisme phallique de la pulsion. La représentation n'est qu'une doctrine, et une doctrine fondée sur l'irreprésentable, et il n'y a pas de sujet sans aphanisis de ce sujet.
L'inconscient est primitif, et pourtant l'inconscience des choses perçues, vécues, etc., appartient encore à la philosophie de la conscience. La phénoménologie garde les façons de dire, et la conscience intentionnelle est toujours une non-présence à soi. La phénoménologie donne congé à la doctrine de la représentation. La pulsion représentée du psychique est surtout déjà une traduction psychique. L'affect se diffère de la représentation essentiellement, en ce qu'il apparaît sans médiation. L'affect est ou n'est pas. C'est une manifestation. Et si le moi est un mauvais cheval pour l'être, la conscience l'est plus encore, elle est impuissante à l'égard d'elle-même. La phénoménologie, revue et revisitée depuis Husserl, permet de dissocier l'affect du désir. L'affect, passivité de pagir, est une épreuve de l'inconscient pour un autre inconscient, et si le soi peut recevoir une dignité psychanalytique, c'est bien ici. Dans le sentiment inconscient de culpabilité, dans ses dérives, dont la plus impressionnante est la schizophrénie, le patient ne se sent pas coupable, mais malade. Le rapport sans rapport à autrui est ce soi. C'est un rapport non représentatif. Cette altérité qui nous hante décide à la fois du transfert et de la résistance de l'inconscient. Le moi est toujours autre et le narcissisme est soi-même et ce à quoi soi-même a rapport. Dans la schizophrénie, la résistance à l'inconscient est quasi absolue parce que toute la phénoménologie est inconsciente, que le narcissisme est essentiellement négativant et que l'objet, lorsqu'il est investi, conduit l'affect à l'extase par son anéantissement même. La stase douloureuse dans le moi du schizophrène conduit à l'extase de l'objet s'anéantissant. Je suis le saint, je suis le Père moi-même, où cause et manifestation sont confondues motivent les fantasmes extatiques et douloureux, d'auto-engendrement. L'affect est une conscience aveugle qui semble s'opposer à tout, par temporalité extatique et par cette immanence transcendante que la phénoménologie n'avait pas égarée. La psychanalyse est devenue exsangue par les pouvoirs indus de la représentation et de la langue systémique. La phénoménologie issue d'Husserl même, si elle est révisable par la psychanalyse, permet d'ouvrir une brèche de compréhension dans ce qu'il y a de plus difficile et de plus capital de la psychanalyse, l'identification narcissique. Pour qu'il y ait cette compréhension, il faut passer par l'époché comme compréhension suspendue d'un autre pour déceler négativement les processus de l'inconscient. Il ne faut pas mettre cette empathie négative, nécessaire à toute ouverture thérapeutique au compte d'un registre du travail du négatif, où seule la fascination du réel comme impossible, ou du trou, du manque, comme réel, rendent toute ouverture thérapeutique nulle et non avenue. Le clivage du temps dans la schizophrénie. Le rappel phénoménologique est toujours nécessaire, ne serait-ce que d'insister sur le fait que le phénomène dépasse la conscience et que l'inconscient appartient aussi au phénomène. L'être du paraître n'exclut pas l'inconscient, ni dans la représentation, ni dans l'intensité, ni dans l'intemporalité. L'aptitude à la figurabilité du rêve appartient à cette phénoménologie comme absence et présence conjuguées. Demeure l'inapparaissant, le temps in success if. L'affect, conscient et inconscient, ce par quoi on est affecté, est une épreuve affective pour l'autre, même si l'autre ne s'en aperçoit pas. Le phénomène est au-delà de la représentation et de l'apparence. Le génie perceptif, qui se révélera être un génie narcissique, irréalise la figure dans le rêve. Mais irréalisation n'est pas déréalisation. Si on a pu dire que la schizophrénie était un délire de rêve, ce n'est pas en tant qu'irréalisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.